Effectivement, dans le cadre de cette journée d'études avec un florilège de propositions, j'ai souhaité partager avec vous une exposition que j'avais trouvée vraiment remarquable et qui était tout à fait étonnante à l'époque, qui avait été présentée à l'ICP à New York. Et le commissaire de cette exposition était Okui Enwezor. Donc Okui Enwezor, qui aujourd'hui est à Munich, a un peu arrêté son activité parce que malheureusement il a des problèmes de santé, a été un commissaire d'exposition particulièrement important, et il a bousculé beaucoup de choses, notamment avec cette exposition. Cette exposition, elle est intéressante parce qu'elle va s'intéresser à la question de la photographie et proposer justement un regard d'un commissaire qui n'est pas expert de la photographie, mais qui va se saisir principalement de la question du document, puisque ce ne sont pas que des photographies. Dans cette exposition, il y avait également des films, des installations, des documentaires, des photographies. Donc parmi le florilège d'artistes qui étaient présents, je vais vous les citer. Il y avait donc Christian Boltanski, Tassi Tadine, Douglas Stan, Haroun Farouki. Il y a vraiment un écho qui est hyper fort. Hein. Je suis désolé. Bon, d'accord. Je vais essayer. Si je parle comme ça, vous m'entendez ou pas ? Non ? D'accord, ok, je suis désolé. Bon, je vais essayer, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Donc Félix González Torres, Lamia Jorege, Zoé Léonard, Sherry Levin, Glenn Ligon, Robert Morris, Walid Raad, Henri Sala, Fazal Sheikh, Lorna Simpson, Eyal Sivan, Vivan Sundaram, Andrei Ujika, Gendiminas Urbonas, Nomeda Urbonas et Andy Warhol. Donc ce qui était intéressant, c'est que vous aviez des artistes vraiment de différentes générations. Vous aviez des artistes vivants et des artistes qu'on qualifiera d'historiques. Mais donc c'était vraiment s'intéresser à la question de l'archive. Comment on utilise finalement ce rapport au document. Une archive n'est pas quelque chose de mort, c'est pas quelque chose de figé, et ça dépend évidemment du regard qu'on va porter sur cette archive. Et il avait chapitré cette exposition avec différentes thématiques qui permettaient justement une approche tout à fait intéressante. Il s'était beaucoup appuyé sur les textes de Foucault, bien sûr, revenant sur le texte que vous connaissez sans doute, qui est important, le texte fondateur de Walter Benjamin, qu'il avait publié dans les années 30, mais il a déployé véritablement une réflexion qui est à la frontière, qui est à la limite, et qui est vraiment dans cette zone de questionnement que cette exposition se proposait d'explorer. Cette zone de questionnement, c'était finalement l'archive. Est-ce que le document, c'est finalement, puisque je dirais que dès qu'on fait une photo, quelque part l'appareil photographique permet d'enregistrer, donc d'un seul coup c'est la preuve finalement de l'enregistrement d'un événement, et quelque part cet objet est déjà une archive, devient une archive. Donc c'est ce rapport entre évidemment la vérité, comment on peut l'objectiver, et puis finalement quel regard a posteriori on va pouvoir poser sur cet objet. Donc c'est toutes ces questions qui vont en tout cas traverser cette exposition et revenir sur des grands moments historiques, notamment sur un moment qui a été aussi assez fondateur, et de s'apercevoir que la question de l'archive peut être aussi au service de scientifiques, ou essayer à travers justement cette collection d'images. Alors ça, c'est au XIXe siècle, il y a des tentatives qui sont explorées, notamment avec la police, avec Bertillon, qui commence à réaliser une collection de photographies pour pouvoir documenter
criminels, etc. Donc ça, il y a des choses là-dessus. Il y a eu des expositions aussi aux Archives nationales avec vraiment des archives tout à fait étonnantes, remarquables, pour une construction, je dirais, un peu à la Sherlock Holmes, finalement, d'une typologie, de profil. Et puis, donc ça, c'est des choses qui intéressent, qui interpellent. Et puis, évidemment, je vais vous montrer un certain nombre d'images de cette exposition. Alors là, par exemple, vous aviez deux images, une œuvre de Robert Morris au premier plan, et puis vous découvrez une œuvre de Christian Boltanski. Alors Robert Morris a repris une image assez célèbre d'un camp de concentration où on découvre cette femme morte, donc dans un charnier, et puis ces fameux cadres qu'il a réalisés dans les années 80, les tout premiers en fait datent des années 60, il a fait des reliefs hydrocales, bon, ça celui-là est peint, donc il y a une espèce de... C'est assez étrange comme œuvre, et on a comme des bouts de charniers, de représentations d'ossements, d'objets, un peu comme si finalement ces objets avaient été abandonnés à proximité de cette victime de la Shoah. Donc finalement, ce sont des images qui sont très fortes, qui sont très chargées, qui ont une histoire bien documentée, notamment dans la presse, et de les présenter comme telles. Surtout, bon, c'est une image noir et blanc, enfin en tout cas l'image que l'on connaît originale est noir et blanc, et présentée comme ça, ça lui donne une grande ambiguïté. Alors évidemment, le cadre permet de comprendre que c'est relié à cette histoire, mais je dirais qu'on est presque sur une image comme ça, qui pourrait presque paraître de séduction ou autre chose. Donc il y a quelque chose qui est très déroutant, qui est très dérangeant, et on voit bien que finalement, une des questions qui peut se poser, c'est quand on n'a pas connaissance du contexte non plus, qu'est-ce qu'on peut faire dire aux images? Et quelle responsabilité on peut avoir aussi avec de telles images, et comment, je dirais, on les manipule, et dans quelle histoire, dans quelle narration on va les proposer au public, parce qu'il y a évidemment à avoir une certaine distance et à bien y réfléchir. Derrière donc des œuvres de Boltanski, vous êtes sans doute, pour certains d'entre vous, assez familiers avec l'œuvre de Boltanski, avec aussi son usage de la photographie. Donc il y a de multiples pièces où Boltanski a utilisé des images qu'il a reprises, que ça soit de journaux, que ça soit d'images d'archives, que ça soit de photos anonymes, pour justement, avec l'une des pièces qui est assez connue de Boltanski, qui était cette réserve des Suisses morts, avec toute l'ambiguïté aussi associée au titre, puisque la Suisse avait été un pays neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qu'on entend par cette réserve des Suisses morts? Qu'est-ce qu'on entend aussi au regard de cette histoire, puisqu'on sait que de nombreux Juifs sont partis en Suisse pour échapper à l'Holocauste ou aux rafles, notamment en France et ailleurs, avec toutes ces histoires de passeurs, etc., vers la Suisse. Donc à travers un titre et cette ambiguïté qui se joue, la mémoire ou la proposition... Oula, on va voir, ça ne marche plus. Donc la mémoire, à ce moment-là, se joue... je ne sais pas ce qui se passe. Désolé, hein, c'est l'intervention des... C'est bon? Ouais, c'est bon, parfait, merci. Donc voilà, donc pour Boltanski, en tout cas, donc sur l'image, on va remettre ça. Donc effectivement, on retrouve là exactement, je dirais, un principe archivistique avec ces boîtes, cette esthétique, ces photographies, comme si finalement chaque boîte contenait l'histoire de la personne qui est représentée. Donc, il y a de nombreux artistes qui travaillent avec le matériau archive. Donc, Boltanski faisait partie de cette exposition, évidemment. Dans l'image précédente, vous aviez vu aussi Craigie Horsfield. On aperçoit au fond des œuvres de Rouff.
Voilà. Et puis il y avait aussi ce film assez incroyable qui moi m'avait beaucoup surpris de Eyal Sivan, donc qui était ce film autour de ce que Hannah Arendt a appelé finalement la banalisation du mal, et avec tout ce qu'on a pu lire et comprendre, avec tous les cas, je dirais, éthiques et de crise de conscience liés justement à la position de cette philosophe juive face à ce procès de ce nazi grand orchestrateur pour sa part d'une partie de l'Holocauste et justement de toute cette mécanisation du crime, cette industrialisation du crime et cette banalisation totale. Et ce qui était extrêmement déroutant et étonnant dans le film qui avait été réalisé par cet artiste, il s'est appuyé essentiellement sur des images d'archives qui ont permis la réalisation de ce film, et quelque part était interrogée la question du montage. Comme pour une exposition, dans une certaine mesure, c'est dans les mises en regard, dans la manière dont on construit les dialogues, la manière dont on propose des séquences, le regard que on va porter en éclairant tel ou tel aspect ou tel contexte, j'allais dire, historique, intellectuel, va donner une autre réception et une autre perception, je dirais, au public. Et justement, c'était ces questions-là qui étaient notamment au cœur de ce film, puisqu'il reprenait des images d'archives qui étaient des rushs et qui n'a pas du tout montré finalement comme le documentaire qu'on peut connaître du procès, mais bel et bien dans un montage qui n'était plus sur un rapport de linéarité qui avait été choisi à l'époque pour documenter ce procès, mais véritablement donnant des moments d'incohérence, des moments tout à fait étonnants, et ça donnait quelque chose d'assez syncopé. Donc finalement, le visiteur, c'est-à-dire nous, quand on se retrouvait face à ce film, on était assez interloqués, on ne comprenait pas vraiment, on avait du mal à comprendre ce qu'il se passait. Il y avait des moments qui étaient tout à fait cohérents, et il y avait des moments qui étaient tout à fait presque incohérents. Même si on comprenait ce qui était raconté, on ne comprenait pas le lien par rapport aux images précédentes. Donc d'un seul coup, on voit bien aussi que la responsabilité, et je crois que c'était aussi quelque chose de très fort, de très politique, avec une telle exposition, de poser le regard d'un commissaire d'exposition face à ces enjeux, en disant quelle responsabilité l'artiste ou le commissaire peut avoir quand on manipule des archives, quand on manipule finalement cette matière vivante, comment on se situe. Et on sait à quel point, puisqu'il y a un certain nombre d'artistes dans cette salle, puisqu'on est au Fresnoy, et qu'on est aussi dans une des grandes fabriques de l'image de la région, ou au moins en Europe, on est vraiment dans une école assez extraordinaire. Finalement, quand des artistes choisissent de travailler à partir de l'archive, quel regard contemporain on pose aujourd'hui, et comment on va aussi s'interroger pour savoir les zones de responsabilité et de conscience pour manipuler ces archives, pour produire une narration, tout en respectant un certain nombre de choses. En tout cas, ça pose beaucoup de questions éthiques qu'on ne peut pas aborder là, où il faudrait prendre des cas extrêmement précis. Mais c'est pour ça que cette exposition était particulièrement étonnante. Et parmi, donc il y avait évidemment aussi une œuvre, il y avait Hans-Peter Feldman, là il y a une œuvre de Glenn Ligon. Donc il y avait aussi des choses qui étaient très liées à la culture américaine, la culture noire américaine, donc aussi bien gender ou liée à l'histoire noire américaine. Il y avait la fameuse image de Andy Warhol avec le chien qui saute à la gorge comme ça de ce manifestant noir, donc ces chiens qui ont été entraînés pour tuer, on va dire, et donc cette image qui est reprise de la presse, qui devient une œuvre chez Warhol, où on voit la manière dont les artistes vont utiliser, recycler ces images, et donc finalement comment on se situe.
Donc ça, je dirais que c'est cette exposition, donc il y avait aussi Félix González-Torres, c'est vraiment une exposition qui n'est pas là pour apporter des réponses, je dirais, toutes faites, mais c'est vraiment une exposition qui ouvre la voie, et surtout, je dirais, dans une... Et ça, c'était important, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, qui interroge le pouvoir des images, d'autant plus dans une société américaine qui a été extrêmement bousculée quelques années préalablement, puisqu'en 2001 à New York, c'est quand même tenu un événement qui a considérablement bouleversé l'ordre des choses avec le 11 septembre, et on a vu sur toutes les unes des journaux du monde l'effondrement des Twin Towers, et finalement la culture américaine, ou une certaine symbolique, j'allais dire, de l'Occident, attaqué en son cœur. Donc là, c'était aussi la manière de revenir sur une histoire de l'image, et la manière dont ces images qui sont tant véhiculées par la presse et qui finissent par créer différents messages, comment nous, on les reçoit en fonction de notre contexte culturel, en fonction de la mise en relation de ces images. Et un des artistes qui était également présent dans cette exposition, et qui d'ailleurs sera présenté au Festival d'automne pour une performance, Walid Raad, et c'est pas étonnant qu'il se soit intéressé particulièrement à l'archive dans un pays comme le Liban, où justement l'histoire a été en partie pillée, détruite. Il reste des choses, bien entendu, mais avec la Fondation arabe pour l'image et évidemment le collectif qu'il avait créé au tout début avec le Atlas Group, on voit que toute une génération d'artistes, bien sûr contemporaines à Walid, mais aussi une génération d'artistes après Walid Raad, s'intéresse particulièrement à ces questions d'archives. On voit bien, par exemple, des jeunes artistes comme Ryan Tabet, par exemple, qui s'intéressent particulièrement à la question de l'archive, qui, bien sûr, je dirais, touche le Proche-Orient, et derrière aussi les puissances coloniales qui étaient, je dirais, derrière un certain nombre d'échiquiers politiques de manipulation à travers aussi ces territoires. Donc finalement, voilà, Walid nous pose des questions tout à fait sensibles, où on est face à quelque chose parce qu'il produit des images, ou parce qu'il recycle des images qui ont été produites, et qu'il produit un discours en superposition de ces images. On a l'impression d'être dans un rapport de vérité qui nous est proposé, mais on sait que ces vérités sont tout à fait, pour une grande part, fictionnelles. Donc il y a des choses comme ça qui forcément nous interpellent, et notamment quand on voit les performances de Walid Raad, on est d'autant plus, surtout les premières fois, quand on n'a jamais eu l'occasion d'en voir une, quand on en voit une pour la première fois, on est plongé dans quelque chose de très étonnant, puisqu'on a l'impression d'avoir droit à un cours magistral avec des démonstrations reprenant, je dirais, des techniques classiques de diffusion de savoir, de mise en regard des images, comme on pourrait faire dans un cours d'histoire de l'art, mais sauf que là, on est dans un rapport qui est un rapport fictionnel. Un artiste comme Robert Morris, qui était également dans l'exposition, l'a fait également en proposant comme ça, à travers notamment 2 vidéos, tout un discours autour de Michel-Ange, avec des points de vue comme ça qui finissent par se télescoper, qui deviennent finalement très drôles, puisque les 2 protagonistes jouent des rôles, et ça devient totalement absurde. Donc on voit bien que finalement, ce rapport à l'histoire, ce rapport à la mémoire, ce que peut être justement cette exposition, est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement vibrant, et qui, en tout cas, dans un musée comme notamment le LAM, un musée d'art contemporain aussi, on doit s'interroger, on doit se poser un certain nombre de questions, on doit prendre position face à ces enjeux. On ne peut pas arriver en toute naïveté à proposer simplement une lecture de l'image comme si les choses étaient dites et étaient nécessairement vraies. Voilà.
Donc je suis là pour essayer de répondre à un certain nombre de questions. Mais enfin, je vous remercie. Il y aurait beaucoup à dire sur cette exposition. En tout cas, le catalogue est absolument magnifique. Il y a de très beaux essais et il y a des choses tout à fait intéressantes comme piste de réflexion. Et on sent qu'il y a vraiment de quoi faire. Et je suis persuadé qu'avec l'arrivée notamment... Bien sûr, on a la chance dans la région d'avoir le CRDP. On a la chance aussi dans la région maintenant d'avoir à terme l'Institut. Ça sera l'occasion de revenir sur une lecture justement approfondie de l'image et sur la manière dont les musées et les institutions et les différents fonds doivent justement cohabiter. Donc en tout cas, je salue l'initiative et je vous remercie.